Bienvenue sur le podcast Nsaebu. Découvrez le parcours et les conseils de Souleima Badi, NSAE Alumni, promotion 2000, qui avait intégré notre école d'ingénieurs après une prépa BL. Devenue CEO et fondatrice de Comgo, elle a accepté de parler finance, tech et carrière de haut niveau avec Eve Samani et Alban Elias, tous les deux élèves ingénieurs de première année, respectivement admis à l'NSAE Paris après une prépa BL et ECG. Bonne écoute! Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Souleima, j'ai 47 ans. Effectivement, aujourd'hui, je suis PDG et fondatrice d'ailleurs de Comgo. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler aujourd'hui parce que l'NSAE a été un grand moment dans ma vie. Donc je suis sortie de l'NSAE en 2000 et j'avais intégré l'NSAE après une prépa BL. Donc j'ai toujours été, je crois qu'on a même été dans le même lycée si je me suis bien renseignée parce que j'étais à Janson de Ah, Sailly. bah moi aussi. Voilà, petit monde. Et donc voilà, je suis rentrée à l'NSAE en étant généraliste et j'en suis vraiment sortie en étant généraliste puisque j'ai intégré l'inspection de la Société Générale après l'NSAE et j'y ai passé 9 ans. Donc j'ai fait les 3 postes de junior, senior et d'inspecteur principal, donc à la direction de l'inspection. Suite à ça, j'ai été mandatée par la Société Générale pour ouvrir leur business de financement des traders de matières premières à Genève, puisque Genève est un des berceaux mondiaux et le berceau européen du financement des traders et des matières premières. Donc, j'ai quitté Paris pour Genève, j'ai lancé toute l'activité sur place en recrutant une équipe locale. J'étais la seule à venir de Paris, j'étais aussi un peu la seule femme, on pourra en reparler de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai exercé dans beaucoup de métiers très masculins. Puis en 2016, j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu Comgo, donc en étant patronne à la SocGen. J'ai commencé à monter la société, à faire une levée de fonds. Donc Comgo est une société, une fintech qui est possédée par 26 investisseurs aujourd'hui. On a commencé par 13 en 2018. La société a été incorporée en 2018. Ils sont à la fois des banques et des institutions financières. Notre vocation, c'est de digitaliser le trade entre les banques et les clients. Donc d'automatiser tout ce qui est l'exécution du commerce mondial, que ce soit de matières premières ou de biens ou de contrats. Donc, c'est vraiment autour de tout ce qui est garantie, lettre de crédit et commerce international. Voilà en quelques mots mon parcours. Et à côté de ces belles aventures professionnelles, je suis une heureuse maman de 3 enfants qui ont 10 ans, 15 ans et 18 ans. Et donc, on habite à Genève. Si vous le voulez bien, j'aimerais revenir sur le tout début de votre parcours, parce que c'est là où on est actuellement. Donc, vous veniez de BL, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a un petit peu poussé à faire comme ça une école d'ingénieur? Alors, j'ai jamais été une vraie littéraire. J'ai toujours eu cette complémentarité entre le côté très matheux et le côté très ingénieur. J'ai vraiment découvert une passion pour l'économie pendant ma BL que je connaissais pas du tout. Et une prof d'économie qui alors m'a parlé de l'NSAE en long, large et travers. Donc, c'est vraiment elle qui m'a fait connaître l'NSAE et qui m'a poussée à y aller alors que j'étais admissible aux ENS. Donc, c'est vrai que la tradition à cette époque-là, je sais pas comment c'est aujourd'hui, aurait voulu que je redouble pour intégrer une ENS un an après, mais j'ai eu l'NSAE en première année, enfin en Cagne, quoi. Et donc, j'ai décidé de franchir le pas parce que j'ai trouvé que le parcours était extrêmement riche, donnait accès à beaucoup de choses que je connaissais pas et qui m'intéressaient beaucoup, en fait. Moi, c'est vrai que j'ai grandi au Maroc, je viens d'un monde très connecté avec l'économie, j'ai beaucoup voyagé. Et j'avais besoin de cette richesse-là et ça m'attirait énormément. Alors évidemment, à l'époque, on n'avait pas le campus que vous avez aujourd'hui, donc l'école était beaucoup moins attirante parce qu'on était dans le sous-sol de l'INSEE. Mais il n'en demeure pas moins que le parcours proposé était absolument extraordinaire, en fait. Et c'est vraiment ce qui m'a attirée. Voilà. Et j'ai pas été déçue par la suite, d'ailleurs, très clairement. On n'avait même pas de bureau des sports à l'époque. On avait une JE et un BTE, c'était tout, et une belle cafétéria qui était certainement pas aussi belle que celle que vous avez aujourd'hui, mais voilà, avec un baby-foot Elle est belle, mais fameux. pas très propre. On a Pas très toujours bien les rangée. baby-foot. Ah, je sais pas si c'est les mêmes, mais voilà, ils ont beaucoup servi. Tu avais déjà un petit peu en tête le parcours que tu as fait, ça t'intéressait déjà ou c'est vraiment à l'NSA que tu as découvert ce que tu pouvais faire avec l'école? Alors non, j'avais pas du tout en tête mon parcours, ça c'est sûr. Comment ça s'est mis en place tout ça? Alors j'ai compris une chose à l'NSAE, j'ai compris que j'étais pas faite pour l'abstraction. Voilà, ça c'était pas moi. Donc tout ce qui était maths trop abstraite, je me rappelle encore du professeur Keul qu'on avait à l'époque. Je sais pas s'il opère toujours ou s'il est parti en retraite depuis, mais on avait quand même des cours d'un sacré niveau en termes d'abstraction. Voilà, donc ça c'était enfin voilà, l'actuariat, ce genre de choses, c'était pas pour moi. Et donc, je me suis beaucoup concentrée sur l'économie, vraiment.
les statistiques et tout ce qui était connecté à ce monde, en fait. Et c'est vrai à l'NSAE, on a cette chance d'apprendre le fonctionnement du système économique. On a une interdisciplinarité très forte, un vrai accent mis sur la réflexion, la recherche, les projets. Et donc, la sortie de l'NSAE, effectivement, donc on passe par tout un ensemble de forums, de discussions avec des anciens. C'est des profils qui sont extrêmement courtisés. Donc, pour le coup, on a l'embarras du choix. Et du coup, c'est très difficile de trouver ce qui nous plaît. Et comment j'ai fini à l'inspection de la SocGen, j'ai été embarquée dans l'histoire de l'inspection de la SocGen par le recruteur de l'époque, qui était un inspecteur principal. Et ce qui m'a beaucoup parlé, ça a été la combinaison de découvrir le métier de la banque, hein, d'exercer des responsabilités très vite. C'est vrai qu'à l'NCE, j'avais été dans le BDE, le gala, le debating. Enfin, c'est vrai que c'était, j'étais capitaine de l'équipe de volley. Enfin, bon, voilà, c'est vrai que ça faisait un peu écho, ce côté rapide de progression qu'on promettait à l'inspection et que j'ai connu pour le coup. Ce côté très généraliste, hein, pareil, toujours ce driver dans mon parcours, hein, je ne voulais pas me spécialiser, surtout pas me spécialiser. Et puis ce côté voyage, j'avais toujours la bougeotte. Et c'est vrai qu'à l'inspection, ben, pour le coup, on est vraiment servi, quoi. Donc j'ai passé tous les concours de toutes les inspections et puis j'étais pris à celui de la SocGen qui était à l'époque le plus prestigieux. C'était pas du tout un parcours évident pour un NSAE, hein. Je cherchais plutôt des voies plus techniques, mais c'est vrai que moi, ça m'a très très bien convenu de rentrer dans cette voie généraliste toujours, en fait. Et dans cette voie, quelles ont été les choses qui ont été apprises à l'NSAE qui t'ont le plus servi? Alors, d'un point de vue contenu et matière, l'utilisation de la data, ça c'est sûr. J'ai débarqué dans un département où ils ne savaient pas faire de statistiques. Donc ça, j'ai vraiment amené les premiers outils statistiques à l'inspection. Et par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, hein, c'était assez préhistorique. D'ailleurs, quand j'y repense, ça me fait rire. Mais ils savaient à peine faire des TCD sur Excel, hein. Donc c'est vrai que ça a été... Notamment, j'ai fait des missions sur les risques statistiques de fraude, hein, sur les comptes des personnes âgées dans la banque, en fait. Et alors là, ça a été une mission feu d'artifice parce qu'avec les méthodes de base, hein, je parle, alors vraiment, c'était pas compliqué, hein. Mais là, on a découvert des fraudes sur des comptes de personnes âgées à cause de comportements anormaux de leurs historiques de comptes. Donc, il y a eu ce côté-là. Et puis, je pense que c'était le plus important, c'était vraiment les méthodes statistiques. Parce que après, il y avait toute cette compréhension de l'économie. C'est vrai que quand on est jeune inspecteur, on est catapulté un peu sur des missions, on doit être capable de comprendre très vite, de raisonner très vite. Et je pense que l'NSAE nous apprend cette capacité à beaucoup travailler, déjà, ça c'est important, à aller dans le détail, aller à l'essentiel, comprendre la méthode, se poser beaucoup de questions. Je pense que tout ce côté méthode a beaucoup, beaucoup servi. Et puis alors après, ce mode de production, je me rappelle qu'on faisait quand même pas mal de mémoires, pas mal de projets. Bah, c'est vraiment comme ça qu'on travaille à l'inspection, beaucoup de travail en équipe, hein, évidemment, et beaucoup de curiosité. C'est vrai que les étudiants à l'NSAE sont très curieux et ont un champ d'apprentissage tellement énorme que par définition, à l'inspection, j'étais très à l'aise du coup, en fait, grâce à ce parcours-là, en fait. Beaucoup de confiance en soi aussi, je pense. Surtout quand on a été une littéraire pas très scientifique quand même, hein. D'avoir réussi à l'NSAE, ça donne énormément de confiance en soi, je pense. C'est vrai que le début, en tout cas de la première année pour les littéraires, les BL qui viennent d'arriver dans l'école, peut être un petit peu dur. Le rattrapage en mathématiques, voilà, c'est un défi. Et Mais vous avez montré, enfin voilà, votre engagement dans l'école, votre attachement par justement toutes les associations auxquelles vous avez participé. Et justement, cette confiance en vous, est-ce que vous pensez qu'elle vous a permis d'atteindre ces postes à haute responsabilité? Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà là pendant l'NSAE auquel vous aviez déjà réfléchi? Voilà, ces postes à haute responsabilité. non, alors pas du tout. D'ailleurs, je pense que c'est même que c'était pas pour moi à l'époque, hein, parce que on n'a pas des rôles modèles très féminins, hein. Quand on regarde un peu autour de nous, ma promotion à l'NCE, elle n'était pas très féminine. Alors quand on arrive à l'inspection, là, on rentre dans la préhistoire, hein, de la banque. Alors moi, j'étais dans une promo très féminine. C'était la première d'ailleurs qu'il était à l'inspection, mais elle a disparu très très vite. Euh, mais j'ai été typiquement parmi les premières mamans. J'ai même été nommée à mon poste de- d'inspecteur principal pendant mon congé maternité. Donc, ils sont venus me chercher chez moi pour me nommer parce que c'était très normé à l'époque. Donc, la nomination se faisait en octobre et la cooptation, et j'étais en congé maternité. Donc, ils sont venus me chercher chez moi que j'aille voir l'inspecteur général. Donc, c'était vraiment une première, hein, de nommer une femme bah, avec un enfant, hein, de facto. Euh, D'où vient cette confiance? Bah, je pense que c'est une combinaison de beaucoup de choses, d'éducation, de parcours de vie, de réussite, d'échecs, de plein de choses comme pour tout le monde en fait. Moi, j'ai eu le sentiment que parce que j'avais cette vie de femme,
J'ai eu 2 enfants hein, sur mon parcours d'inspection. J'ai toujours beaucoup plus démontré que les autres, en fait, et beaucoup plus prouvé que les autres. J'ai eu la chance d'être recrutée par un inspecteur principal qui nous a toujours dit, vous vous organisez comme vous voulez, jamais on vous micromanagera. Par contre, quand vous avez quelque chose à faire, il faut le faire. Il n'y a pas de débat, et puis il faut le faire avec un niveau d'excellence qui est au top. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Et du coup, même quand j'ai eu mes enfants, à partir du moment où je faisais ce qui était attendu de moi, j'étais sereine, en fait. J'étais sereine. Euh, je pense que ce que j'ai aussi appris à l'NSAE, qui m'a beaucoup servi dans mon parcours professionnel, c'est de réfléchir le fameux think out of the box. C'est vrai que j'étais différente du parcours standard d'un inspecteur, hein. Forcément, c'était un white male business, hein. Donc, moi, j'ai grandi au Maroc, j'ai la double nationalité, je suis une femme, j'ai eu des enfants. Donc là, je rentrais dans aucune case. Et c'est vrai que j'ai eu cette capacité à avoir le courage de mes opinions. Et mon premier rapport de chef de mission a été un rapport qui a été annoté par le PDG de la Société Générale de l'époque. Donc, ça a suscité beaucoup d'émoi au service parce qu'il ne mettait jamais de commentaires sur les rapports. Il avait un one-pager de synthèse. Et c'est vrai que j'avais développé toute une théorie et j'avais convaincu de publier cette théorie qui était différente, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est aussi l'école qui m'a amené ça quelque part, en plus de certainement mon éducation. C'est inspirant d'avoir des femmes comme vous qui ont des grosses carrières dans le secteur de la finance. Ça montre les possibilités qu'on a en tant que femme d'atteindre ces postes. Donc justement, si tu avais un conseil à donner aux étudiants, mais plus spécifiquement aux étudiantes qui veulent se lancer dans ces carrières, dans des postes à responsabilité, quel serait ce conseil? Justement, sortir de la boîte ou est-ce qu'il y aurait d'autres conseils également? Je pense pas qu'il y ait de conseils spécialement féminins. Mm. Je pense qu'il y a plus de challenges pour les femmes parce qu'elles ont la maternité à gérer, hein. Qu'on se voit pas la face, être enceinte, on peut pas faire la même chose que les hommes, hein. C'est aussi simple que ça. Et à un moment, j'ai dû arrêter de voyager. Oui, tout le monde voyageait, moi je peux plus voyager. Donc oui, on a plus de contraintes à gérer, mais ce que je vais dire ne relève pas, enfin, ne s'adresse pas qu'aux femmes en fait. Je pense que dans toute carrière, il y a plusieurs choses qui sont vraiment importantes. C'est déjà de trouver ce qu'on aime et de trouver ce qui correspond à notre équilibre en fonction de nos phases de vie. Il y a des choses qu'on a envie de faire, il y a des choses qu'on a moins envie de faire. Travailler 24 heures sur 24 quand on n'a pas d'enfants, pourquoi pas? Travailler 24 heures sur 24 quand on a des enfants, ça peut être plus difficile et il faut le savoir. Voilà, et c'est pareil pour les hommes, les femmes, pour tout le monde. Et, et, euh, et, et on a des équilibres de vie qui changent en fait, hein. Moi, je l'ai vraiment vu à l'inspection. On faisait régulièrement des questionnaires de management, des questionnaires de couleur je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'exercice, hein, mais vous êtes plutôt rouge, plutôt jaune, plutôt vert, plutôt bleu en fonction de votre style de management. Moi, j'ai vu sur les cycles où je faisais ça, j'étais très différente en fait. Et j'ai fini ma carrière d'inspection, j'étais égale sur les 4 critères. Donc, je m'étais vraiment complètement égalisée sur mon style de management en fait. Et toute notre vie professionnelle, c'est une question d'équilibre. Il y a des choses qu'on veut faire à un moment, qu'on ne veut pas faire à un autre, et c'est important de le savoir. Un autre exemple, hein, un métier qui fait rêver dans la banque, partout, c'est d'être sales. Alors, être sales, c'est le summum du summum d'être sales, comme d'être trader, comme d'être... Ah oui, mais un sales, un bon sales, il voyage tout le temps. Ah, voilà. Donc, quand on veut être un bon sales, mais qu'on va avoir des jeunes enfants et quand même les voir tous les jours, c'est pas possible en fait. Et c'est pas grave. Ces années-là, on fait le choix de faire un métier où la performance ne passe pas par du voyage et on peut le refaire après. Aucune porte n'est fermée. Mais vraiment, mon principal conseil, c'est de faire ce qu'on aime et de choisir ce qui correspond à son équilibre du moment en fait. C'est parce qu'on a plusieurs phases dans une carrière professionnelle. Et ça permet d'assumer après ce qui est important dans le job pour être bon dans ce job-là. Le deuxième, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est dur, pareil, c'est une question d'équilibre. Il y a des moments où on a envie de le faire, puis il y a des moments où on n'a pas envie de le faire. Mais c'est vrai que pour progresser, il faut le faire. Il faut vraiment sortir de sa zone de confort. Mais le jour où on m'a dit que c'était moi qui allais avoir ce job de CEO de Comgo, alors c'était assez évident, puisque c'était moi qui gérais toute la création de la société, la levée de fonds et tout. Mais il y a un jour, voilà, la pièce tombe, comme on dit, et là, je me dis, bon, je le fais pas, quoi. Et c'est quoi être CEO, en fait? J'ai jamais été CEO de ma vie. J'ai fait des jobs de MD, j'ai fait des jobs de leadership, et là, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, parce que je pense que j'ai plus de chances d'y arriver que de pas y arriver. C'est quoi les conditions de succès de ce poste? Et puis, je me lance. Donc, c'était encore une sortie de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a beaucoup travaillé. Alors là, il n'y a pas de mystère dans la vie, hein, ça, beaucoup travaillé. Euh, Quand on veut progresser dans sa carrière, après, on peut choisir aussi d'avoir des moments plus stables et moins travailler. C'est OK, c'est pas un problème. Euh,
Ouais, je pense que c'est les principaux conseils que je donnerais. Être passionné, c'est important. Ouais. Aimer ce qu'on fait, être passionné, c'est quand même vraiment important. Ok. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Ça nous intéresse beaucoup cette partie de CEO, mais on va y revenir un petit peu après. On aimerait d'abord vous demander, te demander, au début du parcours, donc plusieurs fois tu as mentionné ce fameux poste d'inspecteur où tu as carrément remonté les filières de junior à senior à principal. En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous expliquer et expliquer aussi à ceux qui nous écouteront concrètement qu'est-ce que c'est que ce métier? Alors, c'est une obligation réglementaire en France, en fait, hein. Donc, toutes les banques françaises ont l'obligation d'avoir un audit interne et une inspection générale qui superside, qui supervise les audits, en fait, et qui rapporte directement à la direction générale. D'accord? Et donc, toutes les banques françaises ont leur corps d'inspection et elles sont organisées de manière différente. Donc, je peux parler de celle de la Société Générale parce que c'est celle que je connais le mieux. L'objectif des inspecteurs, c'est effectivement de faire des rapports d'audit et de conseil, donc de répondre à des demandes réglementaires, hein. Et donc, sur l'ensemble des métiers de la banque, dans le cadre d'un plan d'audit qui est validé tous les ans en fonction des niveaux de risque des différents métiers de la banque. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont être revus très souvent, d'autres qui vont être revus à fréquence. En général, tous les métiers doivent passer sur une périodicité de 5 ans. Et donc, l'école, enfin, la- l'inspection de la Société Générale, c'est vraiment une école de formation de futurs cadres dirigeants. Donc, l'objectif, c'est de prendre des jeunes à la sortie de l'école dans un concours qui est très sélectif et d'utiliser cette formation d'auditeur, en fait, pour leur faire connaître l'ensemble des métiers de la banque très précisément, les amener à les faire réfléchir et à produire des recommandations pour la direction générale, qui sont plutôt de l'ordre du conseil pour le coup. Et donc, c'est un parcours qu'on fait. Donc, on a un poste de junior pendant 2 ans où après, on est invité à faire une première mission en tant que chef de mission. Donc, ça va très, très vite, hein. Moi, ma première mission en tant que chef de mission, je crois que j'avais 15 collaborateurs et j'avais pas 23 ans encore, je pense. J'avais 23 ou 24 ans, j'étais vraiment très, très jeune. Et après, donc, on a ce parcours de senior où on enchaîne des missions. On est senior sur des grandes missions ou chef de mission, des missions de plus en plus compliquées. Et puis pour rejoindre la direction du service, donc il y a un collège d'inspecteurs principaux, hein, c'est une direction collégiale. C'est un mécanisme de cooptation tout simplement. Donc j'ai fait partie des 2 personnes cooptées sur ma promotion par la direction collégiale qui était en poste à ce moment-là. Et là, le poste d'inspecteur principal, c'est là que ça a été un de mes postes les plus extraordinaires, hein. Pour le coup, c'est un poste où effectivement on fait partie de la direction de l'inspection, donc on supervise tout un portefeuille de missions. Et moi, j'ai eu la chance ou la malchance de faire ça dans les années où il y a eu Jérôme Kerviel, où il y a eu la crise de liquidité, où il y a eu les subprimes, où il y a eu... le monde a un peu explosé. Et donc, c'est vrai que j'ai appris énormément de choses qui m'ont beaucoup servi, qui m'ont vraiment transformé en quelqu'un de tout terrain et de très résistant à n'importe quelle crise, à n'importe quel choc, d'une sérénité absolue, en fait, quand on a traversé tous ces moments-là. Euh, on apprend beaucoup. Donc, c'est vraiment 9 années incroyables de formation à être, à comprendre ce monde, à comprendre le fonctionnement d'une grande institution. On est exposé très, très tôt. Ça fait partie de ce qui m'a aidé d'ailleurs dans ma transition vers ce job de CEO, hein. J'ai parlé à des cadres dirigeants pendant de nombreuses années en étant très jeune. Ça forme. Après, on rencontre un cadre dirigeant, ça fait partie d'une relation standard en fait. Donc, c'est vraiment une très, très belle école pour des gens qui ont, encore une fois, pas envie de devenir des experts, hein, j'insiste là-dessus, mais qui veulent s'ouvrir au monde et avoir des vrais parcours de manager. Moi, je suis manager depuis, j'ai commencé à travailler en 2000, donc depuis 2003, je suis manager. En fait, je gère des gens, voilà, cadres différents, mais je ne fais que gérer des gens, en fait. Mais justement, vous parlez du parcours assez général que vous avez conservé après l'ENSAI. Vous êtes pourtant dirigé vers la finance de matières premières, après, donc en partant à Genève. Qu'est-ce qui a enclenché ce petit virage? Ouais, alors, c'est toujours la même envie de ne pas aller du côté des marchés de capitaux et de l'abstraction. Donc ça, c'était constant, même dans la banque. C'était le constat de dire aussi qu'après 9 ans dans une banque, j'avais toujours pas rencontré un client et que j'avais toujours pas fait le métier normal d'une banque, c'est d'être banquier. Donc ça, c'était comme ça me posait un vrai problème. Donc je voulais vraiment devenir banquière. Ça, c'était mon premier driver. Mon deuxième driver, c'était de rester dans le financement physique, hein, surtout pas, de pas aller du côté des marchés. Et en fait, quand on sort en tant qu'inspecteur principal, on rencontre vraiment pas mal de personnes. Moi, j'étais très exposée. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et j'avais fait toutes ces missions. Donc, j'ai eu beaucoup de propositions et j'ai passé 6 mois à dire non à des propositions, vraiment pour chercher ce métier de banquière dans un environnement qui me plaisait. Alors, la Société Générale, c'est une grande banque de détail en France.
ça aurait pu être une option, mais c'est vrai que j'avais besoin d'un terrain de jeu un peu plus différent, en fait. Je pense que j'étais pas assez disciplinée pour entrer dans le retail en France. Et dans l'ensemble des interviews que j'ai passées, j'ai découvert que Société Générale est une très, très grande banque de matières premières, hein, ce que tout le monde sait, je pense. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un pour leur ouvrir leur département de financement des matières premières à Genève. Et c'est vrai que quelqu'un qui a passé toute sa vie comme dans ce métier-là ne sait pas comment une banque fonctionne en fait. C'est vrai que moi j'apportais ce côté être capable d'implémenter une banque, être capable de parler aux régulateurs, hein, je l'avais fait dans mes fonctions précédentes, être capable d'avoir la confiance de la direction générale, hein. Le financement des matières premières, c'est un des métiers les plus risqués de la banque d'un point de vue compliance, c'est crédit opérationnel, tout ce qu'on veut. C'est vrai que la direction générale a envoyé quelqu'un en Suisse dont il avait totalement confiance. Et puis bah voilà, moi j'avais cette extraordinaire chance de pouvoir créer une banque en banque d'investissement. C'était quand même du tout dans un secteur qui me passionnait, hein, les matières premières, et dans le berceau des matières premières qui est Genève, quoi. Donc voilà, c'était une magnifique opportunité pour basculer du côté de banquier et dans un environnement extraordinaire. Donc j'ai vraiment monté toute la structure depuis Paris. Quand j'ai obtenu les accords internes, j'ai basculé en Suisse pour obtenir l'accord du régulateur suisse et recruter l'équipe ici, en fait. Voilà un peu comment s'est faite cette histoire, quoi. Ok, tu dis que tu t'es dirigé vers les matières premières parce que c'était plus concret que les autres types de finances. Donc c'est de la finance de marché, mais est-ce que ça c'est vraiment différent des autres types de finances de marché ou c'est plus dans le concept Non, non, que c'est très, très ouais. différent. Ok, Bon, on fait pas de produits de couverture, on fait pas de... on est vraiment dans le financement du négoce de matières premières. On est vraiment, en tant que banquier, en fait, les clients de la banque, ce sont des sociétés de négoce, hein, donc ce qu'on appelle les traders, des majors, dont le métier est de sourcer la matière première d'un producteur, parfois de la produire soi-même, de la transformer, parfois de la transporter et de la livrer à un acheteur. Alors, évidemment, tout ça, ça part d'un pays, vous connaissez les pays producteurs de matières premières et les pays consommateurs de matières premières, c'est en général les pays où il y a des vrais sujets de compliance, en fait, hein. Et donc, en tant que banquier, on ne prête jamais d'argent à son client, mais on paye le fournisseur du client et on se fait rembourser par l'off-taker final. Et les produits de couverture, les produits de marché, hein, de matières premières, c'est uniquement des produits pour gérer le risque de prix. D'accord? Mais ils ne sont pas du tout dans la compréhension fine de la transaction, des marchés producteurs, de la logistique, hein. Si on finance un bateau qui ne rentre pas dans un port parce que le tirant d'eau ne suffit pas, c'est compliqué de se faire rembourser sur cette transaction-là. Donc, le monde des financements, c'est vraiment un monde complètement différent du monde des marchés de capitaux dans la banque, pour le coup. Et ça peut être du financement, alors d'autres choses, hein. Dans les financements, on trouve tout ce qui est infrastructure, on trouve tout ce qui est euh, bateau, avion, on trouve voilà, plein d'assets en fait différents avec des financements plus ou moins structurés pour sécuriser le bilan de la banque en fait. et on dit souvent que c'est un marché qui est très vieux, qui est pas totalement modernisé. Est-ce que enfin, ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui lorsqu'on est dans ce secteur-là du marché des matières premières? Alors c'est vrai que quand je suis arrivée à Genève et que donc j'ai eu mes premières opérations à signer à la main sur des feuilles de papier, j'avoue que ça m'a quand même fait un choc. C'était en 2010. Oui, bah oui. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de Comgo, hein, c'est clairement digitaliser cette industrie qui fonctionne encore de manière papier depuis la nuit des temps, quoi. Donc c'est complètement vrai. C'est pas la plupart des matières dans ce monde s'échangent sur la base de tonnes de papier envoyées d'un bout à l'autre du monde. C'est vrai. Et c'est le problème qu'on essaie de résoudre ici. Et ça n'avait jamais été tenté d'être résolu. Alors, si, il y a eu beaucoup, beaucoup de tentatives de digitalisation de cette industrie, beaucoup dans les années 2000 en fait, mais qui n'ont jamais réussi à le faire à grande échelle en fait. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était des sociétés privées dans lesquelles les clients avaient du mal à confier, parce qu'aujourd'hui, dans Comgo, en fait, on a des volumes de transactions euh, exécutés par les plus grandes compagnies de ce monde, en fait. Et c'est vrai que mettre ça dans les mains d'un actionnaire privé, c'est des choses d'un point de vue risque de contrepartie, risque d'un supplier que les grandes entreprises ont du mal à faire. C'était aussi les startups créées dans les années 2000, hein, c'était
des événements très familiaux avec très peu de recours au levée de fonds. C'est vrai que j'ai passé 5 ans à lever des fonds. Hein. On a une infrastructure ici qui a été validée par les 100 plus grandes banques de cette planète et 250 des plus grands clients, enfin corporate de cette planète. Et ça se fait pas en 2 jours et ça se fait avec beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire ça dans une époque où lever des fonds, c'était évident en fait. Hein, et j'ai passé 5 ans à lever des fonds, en plus de construire la société. Et puis, je pense que, et ça écho un peu à cette forte intensité capitalistique. Le négoce, l'échange de matières premières au niveau du monde, c'est pas du tout standardisé en fait. C'est effrayant. Et là, on a encore mis en production les plus grandes sociétés françaises. Et au moment de sa mise, au moment de la mettre en production l'année dernière, nous a dit, attendez, on n'est pas d'accord avec la manière dont le montant de la garantie est défini sur la plateforme. Je parle du montant d'une garantie, donc du nominal, genre un des concepts les plus basiques, quoi. Donc, après 250 clients et des milliers, je sais pas, on a 50 000 transactions par mois, on a des plus gros industriels français qui nous disent ça, quoi. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est un métier compliqué. Et donc, encore une fois, avoir beaucoup de capital permet aussi d'absorber toute cette complexité. Et ce qu'on voit au bout de 5 ans, de commencer à avoir une standardisation via l'usage de la plateforme, en fait. Je pense que la plupart des entrepreneurs qui ont fait ça avant ont commencé par standardiser, provoquer des débats infinis avant d'exécuter, en fait. Et ils ont beaucoup de mal à exécuter, en fait, après. Merci d'avoir écouté cette première partie de l'interview de Souleyma Badi, CEO et fondatrice de Komgo. La suite, dans l'épisode suivant du podcast Ensayez-vous. À bientôt!